Chers auditeurs fidèles de Radio Djena, c'est un plaisir de vous retrouver dans Et nous, l'émission dédiée à la cause des enfants. Dans ce numéro, nous mettons en lumière la situation des enfants en temps de conflit armé. Enrôlement militaire, agression sexuelle, exploitation, autant d'atrocités que subissent les enfants dans ces périodes dramatiques. Pour en parler, nous recevons Ghislain Aledji, défenseur des droits de l'enfant. Je suis Méchac Niaro. Monsieur Aledji, bonjour. Bonjour Méchac, comment tu vas? Je vais très bien. Ok. Alors aujourd'hui, nous parlons de la situation des enfants en temps de conflit armé. Est-ce qu'à votre niveau, vous disposez des chiffres sur le nombre d'enfants touchés par les conflits, par les guerres dans le monde? Ok. Merci beaucoup d'abord pour l'initiative et pour l'opportunité que vous nous donnez de parler des enfants en conflit, dans les conflits armés. Et vous allez voir que dans le monde, il y a beaucoup de conflits. Les conflits, vous savez, aujourd'hui, vous avez l'Ukraine, vous avez actuellement ce qui se passe en RDC et tout. Oui. Et donc, les chiffres, je n'ai pas de chiffres, mais ça se compte en millions d'enfants. Beaucoup de millions d'enfants qui sont impactés négativement par les conflits armés. Et ça, c'est des questions où, effectivement, lorsque on sait, on ne peut pas donner des chiffres exacts comme ça parce que chaque fois, pendant à la minute où nous sommes en train de parler, des enfants sont en train d'être victimes des conflits armés. Mais ça se compte à des millions de millions d'enfants qui sont impactés négativement par les conflits armés. On voit à la télé, ils sont déplacés de leur lieu où ils sont. C'est ça souvent, par exemple, quand vous regardez ce qui se passe au niveau de la RDC, c'est ce qu'on appelle les déplacés internes parce qu'ils ne quittent pas un État pour un autre. C'est au sein de leur propre État qu'ils se déplacent. Mais dans tous les cas, il y a quand même un problème parce qu'un enfant qui est né quelque part, il a grandi. Imaginez, aujourd'hui, vous naissez à Lomé, vous grandissez. À un moment donné, on ne le souhaite pas qu'on dise qu'il y ait un conflit et que vous vous déplacez sur Dapaon. Il y aura quand même, vous avez changé d'environnement, donc les habitudes vont changer. Vous serez d'une manière ou d'une autre impacté par le conflit. Alors, dites-nous un peu les conditions de vie de ces enfants pendant les guerres. Les conditions de vie de ces enfants pendant les guerres, d'abord, il faut dire que la guerre n'est pas une bonne chose. Du tout. Et comme j'aime appeler la guerre, j'appelle comme guerre la bêtise humaine. Pourquoi la bêtise humaine? Parce que, vous savez, c'est le refus entre des personnes ou des partis de négocier pour trouver une entente qui entraîne la guerre. Mais il n'y a aucune guerre qui s'est arrêtée sans discussion, sans échange. Donc, on pouvait faire un raccourci. Au lieu de, quand je dis bêtise humaine, au lieu de refuser de négocier, de faire des pourparlers pour taire la guerre, pour empêcher d'abord la guerre, on va à la guerre, on détruit beaucoup de choses, les bâtiments, les humains meurent, tout ça là. Et après, il n'y a jamais eu une guerre qui s'est arrêtée sans que les parties se mettent ensemble pour discuter. Donc, on peut faire des raccourcis pour discuter et éviter la guerre. Donc, les conditions, c'est que lorsqu'il y a guerre, d'abord, que ce soit les adultes ou les enfants, tout le monde devient vulnérable. Mais l'enfant, par rapport à sa spécificité, devient encore plus vulnérable. Et dans les conditions de guerre, on distingue deux types d'enfants. Il y a les enfants non accompagnés. Et par rapport à ça, c'est des enfants que vous allez voir qui n'ont pas un proche ou quelqu'un qui connaissait cet enfant quand on était dans le quartier avant de quitter. Quelqu'un qui connaissait. Non. Il y a ces enfants et ceux qui sont accompagnés. Accompagnés, peut-être on a un oncle, on a une tante, il y a quand même quelqu'un qui reconnaît cet enfant comme cet enfant-là, oui, il était de notre quartier, c'est l'enfant du voisin, ainsi de suite.
Maintenant, généralement, lorsque il y a ces situations de guerre, heureusement, il y a quand même des bonnes volontés. Les Nations Unies, les ONG internationales qui interviennent dans l'humanitaire, qui essaient de pouvoir, chacun avec son mandat, aller, certains mettre en place les tentes. Les tentes pour pouvoir recueillir les réfugiés, y compris les enfants. D'autres amènent, comment dirais-je, la nourriture, comme le PAM, si on veut parler du système des Nations Unies. Il y a d'autres qui s'occupent spécifiquement des enfants, comme UNICEF, qui regarde un peu s'il y a encore à vacciner, s'il faut faire ci, qui travaille pour les enfants. Il y a le PNUD aussi qui intervient. Les ONG, comme, je ne sais pas, le CICR qui intervient. Il y a Plan, il y a Save the Children, World Vision, il y a beaucoup d'ONG qui interviennent. Et maintenant, le problème, c'est que lorsque ces ONG interviennent et quand on met les tentes et qu'on sort, on fait tout. Vous avez parlé des conditions des enfants. On fait tout pour mettre des garde-fous, pour éviter que ces enfants-là soient violentés. Parce que déjà, le déplacement, même si c'est à l'intérieur du pays, c'est déjà une frustration pour les enfants. Psychologiquement, les enfants sont touchés. Et donc, tout le monde se mobilise. Et en temps de guerre, lorsqu'il y a des enfants déplacés, le système est que l'environnement dans lequel l'enfant évoluait là où il était sans la guerre, on doit automatiquement réorganiser tout ça là, mais dans le volontariat. Je m'explique. Aucun enfant n'a droit de louper son éducation. Donc, quand on est en train, je ne sais pas si vous avez écouté les médias la dernière fois, par rapport au RDC, on a demandé, l'école devait s'ouvrir, mais on dit que non, qu'il y a des mines, il y a... Donc, c'est comme ça. L'école existe. Maintenant, la guerre a fait que les enfants sont démobilisés. Ils sont allés sur des sites, des camps. Ailleurs, on prend des écoles, ainsi de suite. Mais au même moment, volontairement, on doit identifier. Ah, toi, tu faisais quoi? Oui, moi, j'étais professeur de maths au lycée de tel temps. Ok, toi, tu vas enseigner la mathématique. Moi, je faisais SVT. Donc, on doit réorganiser l'environnement des sites pour que les enfants soient enseignés, pour que ceux qui doivent donner l'eau, pour que ceux qui sont médecins. Mais sauf que quand on fait ça, on ne doit pas s'entendre à la fin qu'on me paye un salaire à la fin du mois. C'est-à-dire que tout le monde doit mettre la main à la pâte pour que les droits de l'enfant, quand il était là, soient maintenus, soient sauvegardés. Et donc, c'est ce dont pourquoi tout ce que les enfants avaient avant la guerre, on doit reconstruire tout ça, leur donner tous leurs droits. Ils doivent manger à leur faim. C'est pourquoi le PAM va intervenir. Ils doivent, comment dirais-je, dormir quelque part. Donc, on va mettre les tentes. Ils doivent être soignés. Il y a des gens de l'OMS, le cluster, qui va intervenir, ainsi de suite. Donc, toutes ces organisations s'organisent en des clusters pour quand même essayer, si ce n'est pas l'idéal dans lequel les enfants étaient, donner quand même quelque chose qui est proche de l'idéal pour que les droits de l'enfant puissent être respectés. D'accord. Alors, bien avant l'intervention des organisations humanitaires, vous avez parlé de plans, vous avez cité CRC, tout ça. Lorsque la guerre éclate, dans quelles conditions, comment les enfants vivent dès les premières heures ou les premiers jours des guerres? Oui, c'est une très bonne question. Les conditions, c'est que d'abord, c'est la peur. C'est la peur. Mais même ici, on est au Togo. Ben, je ne sais pas si vous avez une fois vécu une situation dans laquelle, au niveau de la circulation, un pneu d'un gros véhicule éclate pour voir comment les gens détalent. Oui. Vous voyez? Bon, mais c'est vrai qu'il faut faire du travail là-bas aussi. Il faut faire du travail parce que la meilleure façon lorsque un pneu, ou bien quand on tire, la meilleure façon lorsqu'on tire, ce n'est pas de courir. C'est de se mettre à plat ventre. Aujourd'hui, j'ai visité certains coins où les enfants,
sont habitués à ça. Quand on tire, quand vous qui n'êtes pas habitués, vous êtes venus de Lomé, vous courez, les enfants vous disent non, mettez-vous à plat ventre, parce qu'on les a formés. On sait que quand on tire, on ne court pas, on doit chercher un lieu sûr où on doit se mettre à plat ventre parce que c'est ça la condition au lieu de courir. Et donc, pour les enfants, c'est que lorsque la guerre éclate, il n'y a jamais eu une guerre qui a éclaté parce que c'est les enfants qui ont causé ça, c'est les adultes. Lorsque la guerre éclate, c'est la peur. Les conditions dans lesquelles les enfants vivent, c'est la peur, la psychose. Au-delà de ça, les enfants sont traumatisés. Ils n'arrivent pas à dormir. Les bruits des armes font que les enfants ne dorment pas. Ils ont peur que peut-être un obus, missile ou quoi, vienne tomber sur leur toit et que maintenant, par rapport à ça, qu'ils explosent et tout. Donc, ce n'est pas dans la sérénité que les enfants, surtout, parce que même si les adultes sont habitués, les enfants ils viennent de naître, ils n'ont pas encore vu ça, et même s'ils ont vu, ils sont traumatisés. Et vraiment, ce n'est pas des conditions qui sont souhaitables à n'importe quel enfant, parce que ces enfants, ils sont dans la peur, et même lorsqu'on arrive à mettre fin à la guerre, il faut des décennies pour qu'ils se restaurent, parce que quand il reste toujours des séquelles, malgré que les psychologues travaillent et tout. Bon, mieux encore dire chez nous, en Afrique, la question d'aller voir un psychologue n'est pas vraiment l'apanage des citoyens. Parce que moi, j'ai vu des gens, on dit, bon, allez ça dit que déverser tout ce que vous avez comme stress et consort chez un psychologue. Ils préfèrent, non, ce que vous allez donner à ce psychologue-là, donnez-moi ça, moi je vais aller manger un bon foufou. Au lieu de dire qu'on va aller... Les gens, psychologues, les gens disent que non. Et parfois, lorsque les gens se comportent, on voit qu'ils sont traumatisés, très rapidement on dit que non, c'est la folie. Les gens peuvent faire la dépression, les gens peuvent avoir des comportements qui s'expliquent par le fait qu'ils ont eu à vivre des choses qui font qu'aujourd'hui, ils ont des séquelles qui entraînent ou qui justifient ces comportements. Mais les gens ne sont pas enclins à pouvoir aller voir les psychologues. Et donc, dire dans une situation normale, les gens n'y vont pas. Lorsque c'est la guerre, est-ce que si ce n'est pas les ONG qui amènent les psychologues pour faire le travail, ça dit que même les États qui sont en guerre n'arrivent même pas à penser, puisque jadis, ils ne pensaient pas aux psychologues par rapport à la prise en charge au niveau des populations. Donc, ça ne leur dit rien par rapport à cette prise en charge. Donc, voilà un peu les conditions dans lesquelles, pour nous résumer, c'est la peur, c'est le traumatisme, c'est ce que vivent les enfants. Et la précarité aussi. Oui, la précarité, parce que la norme, imagine, je peux être un millionnaire, je m'occupe bien de mes enfants. Et tout à l'heure, quand on dit que, boum, ça ne va pas, il y a la guerre, je ne peux même pas avoir le temps, même si j'ai le temps, les banques se ferment. Ah oui. Bon, aujourd'hui, Dieu merci, il y a des distributeurs, mais le distributeur, il ne distribue pas automatiquement. Il faudrait que tu ailles là-bas. Si on est en train de tirer pour trouver un distributeur quelque part avant d'aller prendre l'argent, et même qui te dit que la banque, peut-être pour des prévisions que non, que les agresseurs peuvent venir piller la banque, qui te dit qu'eux, ils ne ramassent pas l'argent, ils ne peuvent pas laisser l'argent dans un distributeur. Donc, tu peux avoir des millions, mais en réalité, tu es pauvre, tu es dans une précarité parce que tout se fait avec l'argent, mais malheureusement, tu n'as pas d'argent. Tu as l'argent, mais en réalité, dans le réel, tu ne peux pas jouir, tu ne peux même pas l'avoir pour jouer. Même parfois, même si tu l'as, tu peux l'avoir dans la maison, plein les poches. Toutes les boutiques sont fermées. Tu vas acheter quoi? Tu as l'argent, vous ne pouvez pas préparer l'argent pour manger. Donc, la précarité, elle est là. Elle est toujours là par rapport à... C'est pourquoi on ne souhaite pas la guerre quelque part, parce que la guerre vraiment n'a jamais été une bonne chose. Oui. Malheureusement, pendant que les enfants sont apeurés, traumatisés par les tirs, ils sont en même temps, pour la plupart, victimes d'agressions, victimes de violences. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Vous savez, la guerre souvent se nourrit de violence, et surtout violence faite sur les enfants et les femmes. Les viols.
en réalité, lorsque il y a des protagonistes et que un camp arrive à prendre un territoire, c'est comme une vengeance. Ici, là, était chez toi. Maintenant, je suis venu. Tout ce qui est femme, tout ce qui est enfant, on abuse sexuellement. Et le cas le plus récurrent est ce qui se fait en RDC et qu'il y avait même un médecin qui a eu le prix, je sais plus quel, le Nobel, oui. parce qu'il s'occupait pour réparer les femmes qui ont été violées et tout. Donc, effectivement, et ce n'est pas seulement la guerre en Afrique, un peu partout, toute guerre, quand on dit guerre, c'est accompagné des abus, surtout des abus sexuels des enfants et des femmes. Et la guerre, c'est souvent les militaires qui font la guerre qui le font. Maintenant, lorsque on reconstitue les camps, c'est pourquoi le positionnement, par exemple, des toilettes, le positionnement des points d'eau et tout, on met ça à un niveau où c'est au vu, au su de tout le monde. Vous savez, même dans nos sociétés, quand vous allez laisser les trucs modernes où nous avons des toilettes dans nos chambres et consorts, quand vous allez dans une communauté, on ne peut pas mettre les toilettes à côté de la cuisine et consorts. On met ça derrière, là où les gens ne voient pas. Or, quand on est en situation de crise, en situation de guerre, tous ces abuseurs-là guettent là-bas. Et généralement, là, c'est noir. Et c'est là qu'ils profitent pour abuser soit des enfants, soit des femmes. C'est pourquoi, stratégiquement, lorsque on constitue des camps, on évite de maintenant mettre ça là-bas, là où c'est caché, pour éviter que et les femmes et les enfants soient victimes des abus. Donc, il y a toujours des plans qu'on met pour pouvoir mettre. On ne va pas mettre pour mettre comme ça se fait au village, mais on fait en sorte que ça soit visible de tout un chacun afin qu'on puisse prévenir les questions d'abus. Parce que là-bas, comme je le dis, effectivement, il y a guerre. Tout le monde est venu. Les assassins, les voleurs, les violeurs, tout le monde est en train de rechercher une solution à son problème. Donc, tout le monde ne peut pas aussi avoir la tête sur les épaules pour surveiller comme actuellement nous sommes en train de faire. C'est ce dont pourquoi on dit les enfants deviennent plus vulnérables dans ces conditions et il faut avoir un regard très pointu sur eux. Il faut avoir une surveillance accrue afin que on ne peut pas dire qu'il y aura agression zéro, mais qu'on amoindrisse les agressions. Qu'on limite. On limite les agressions dont les femmes et les enfants sont victimes. Oui, parlons des agressions. Il a été fait cas d'une situation où, en échange des vivres, on proposait des relations sexuelles à des enfants et à des femmes. Oui, ça c'est quelque chose qui est condamnable, très condamnable. Quand on est dans l'humanitaire, d'abord il y a deux choses. Toutes les organisations humanitaires qui viennent lorsqu'il y a une situation de guerre pour intervenir, il y a un leitmotiv, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'abuser. On est venu pour donner une solution et non pour créer encore d'autres solutions et d'autres problèmes. On a eu des cas au niveau, de Haïti. En Haïti, il y avait eu une situation comme ça. Et quand vous regardez même sur Internet, on va parler de scandale de Oxfam. Donc, il y avait un personnel de Oxfam qui était arrivé là-bas pour faire ce travail et il y a eu échange de nourriture contre le sexe, c'est-à-dire que les services qu'ils donnent en retour, ils abusaient et ça, la réputation de l'organisation a pris un coup. Et puis au même moment, la personne, il y a quand même les procédures, sûrement, elle serait radiée. Et donc il y a beaucoup de choses comme ça. On a eu en RDC, en Centrafrique, on a parlé aussi des militaires qui sont venus et qui faisaient ça. C'est des choses qui sont réglementées, qui sont interdites. Vous ne pouvez pas donner une solution. C'est-à-dire, ces personnes, vous êtes venus pour apporter du soutien à ces personnes. Vous ne pouvez pas pouvoir vous permettre de pouvoir échanger généralement des relations qui sont sexuelles contre vous, votre service. C'est interdit. C'est interdit par les directives par rapport à l'humanitaire et tout ça. Oui. Alors, en dehors des activistes et des personnes qui viennent sur le terrain pour aider les victimes, est-ce que entre les victimes de la guerre, c'est-à-dire entre adultes et enfants, il y a les cas de violence? Oui,
Toujours, il y a toujours. Parce que quand la situation était normale, la communauté n'était pas exempte des violences et des abus. Donc, quand on se déplace, on va sur un autre site, on reconstitue le site. Mais c'est les mêmes individus qui le faisaient dans la société qui sont encore ici. Maintenant, quand on reconstitue, c'est pour donner quand même un minimum de droits aux enfants, aux femmes. Mais les gens là, ils vont continuer leur basse besogne. Ils continuent par abuser. Si vraiment ils trouvent, ils guettent. Eux, ils sont là. Leur mission, c'est de guetter s'il y a une opportunité. Ils vont commettre leur basse besogne. Donc, ce n'est pas exempt. C'est pourquoi quand on prend la situation d'une façon holistique. Il ne faut pas seulement mettre l'accent seulement sur les militaires qui font la guerre ou bien les humanitaires qui sont là-bas. Non, c'est tout le même au sein de la population. Et il y a des gens qui font ça et il faudrait vraiment mettre tous les mécanismes pour prévenir afin que sensibiliser, continuer par sensibiliser, afin que des choses comme ça n'arrivent pas. Parce que, imaginez, les enfants qui sont déjà traumatisés par les bruits des bombes et consorts, maintenant on les abuse sexuellement. Vraiment, ça doit devenir un drame. Et qu'est-ce que ces enfants-là deviendront lorsque même la guerre finit? Un enfant, une fille qui peut-être a 8 ans, qui a vécu ce traumatisme, quand tu écoutes les histoires, ah oui, j'étais là, on est venu, on a tué ma maman, et oui, on a besoin de moi. Cette femme-là, est-ce qu'un jour, elle va oser dire qu'elle va se marier? Parce que qui a abusé? J'avais 8 ans, c'est des hommes, 8 hommes. Donc, l'homme sera vu comme un ennemi. Et même si elle grandit, elle ne va pas plus accepter un jour dire qu'elle va se marier. Parce que est-ce que tu peux te marier avec ton ennemi? Non. Parce que la perception que la fille aura de l'homme, c'est que c'est un méchant. Vous voyez? Maintenant, même si les psychologues ont travaillé et que l'enfant a pu se décharger de ça, quand elle serait mariée, il y a des moments, même si elle veut faire l'amour avec son homme, il y a des flashs qui vont revenir par rapport à... Et ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais pour sa santé. Alors, entre les victimes de la guerre, quels sont les types de violences les plus récurrentes vis-à-vis des enfants? Entre les victimes, généralement, c'est les abus sexuels. Les abus sexuels. C'est les abus sexuels qui sont récurrents. Parce que, vous savez, les gens sont dans une même situation où, bon... On a quitté notre belle maison, on est ici, on n'a rien. Donc, eux-mêmes, ils font l'effort de ne pas s'insulter, de ne pas... Bon. En premier lieu, c'est les abus sexuels. Après tout, il y a aussi les violences physiques. Et généralement, les violences physiques arrivent lorsque, par exemple, on veut partager la nourriture et on n'est pas très bien organisé. Vous allez voir qu'il y a des bousculades, les gens se... On a vu même des cas où les gens... on largue. Si les zones sont d'accès difficile, on vient par hélicoptère et on largue les vivres. Mais maintenant, quand les gens, ceux qui sont là, ils ont pris, d'autres prennent des machettes pour aller, c'est-à-dire que voler ça auprès de ceux qui sont allés prendre les trucs. Et ça, c'est toujours des instincts de survie. Et ça se passe comme ça. Donc, c'est pourquoi je dis qu'à part les abus sexuels qui sont quotidiens, c'est les violences physiques aussi qu'on constate, parce que les gens menacent les autres pour avoir ceci. Si tu ne me donnes pas ça, tu auras ceci. Si tu ne me donnes pas ça, tu auras ceci. Je vais te tuer. Surtout quand on est dans des situations où c'était des guerres ethniques où les gens se sont tués, même si vous êtes arrivé. Par exemple, les questions jadis au niveau du Rwanda avec les Tutsis, les Hutus. S'ils se retrouvent là-bas très facilement, ça peut partir en vrille parce que voilà, toi il m'a dit ça, or c'est un Tutsi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour me résumer, c'est les violences sexuelles et puis les violences physiques qui font légion lorsque nous sommes en situation de guerre au niveau des personnes qui sont victimes de la guerre. Très bien. Alors, il a également été révélé que durant les conflits, de nombreux enfants sont enrôlés par les belligérants. Alors, dites-nous, comment est-ce ces enfants sont recrutés et quelle est leur mission sur le terrain? Ok. Mais Jacques, je vais quand même vous le dire par rapport à mes expériences sur ce que j'ai lu, j'ai écouté.
sans toutefois être un recruteur d'enfants. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les gens ne recrutent pas les enfants ex nihilo, ils les recrutent parce qu'à un moment donné, les adultes ont combattu. Il n'y a plus d'adultes pour combattre. Maintenant, on va se rabattre sur les enfants. Maintenant, ces enfants qui ont été déjà traumatisés par le comportement violent des enfants et des adultes, il y a beaucoup qui sont candidats. Et c'est l'instinct de survie qui amène les enfants à rentrer souvent dans les corps armés. Est-ce à dire que les enfants sont consentants? Même si les enfants sont consentants, l'enfant c'est tout être humain âgé de moins de 18 ans. Il y a la Convention relative des droits de l'enfant, la C2 qui l'interdit. Il y a eu un autre protocole qui parle de l'interdiction des enfants dans les conflits armés, qui interdit aussi l'enrôlement des enfants dans les conflits armés. Mais c'est parce que quand on dit un état de guerre, une situation de guerre, cela veut dire que l'état de droit disparaît. Les gens ne respectent plus les conventions, les directives, ils font à leur tête. Sinon, la majorité des États a ratifié le protocole additionnel à la Convention relative aux droits de l'enfant portant sur l'implication des enfants dans le conflit armé. Et le protocole, il est de 2000. Cela augure que normalement on ne devait plus entendre parler des enfants impliqués, enrôlés dans les conflits armés. Mais malgré que les États ont ratifié cela, donc lorsqu'il y a une situation de guerre, donc ça devient maintenant un état de non-droit et les gens font ce qu'ils veulent. Maintenant, d'autres choses, ces enfants, lorsqu'ils sont enrôlés volontairement ou bien obligés, généralement c'est obligatoire parce que la loi interdit qu'on puisse enrôler les enfants. Maintenant, quand les adultes le font, ils sont obligés. Obligés pourquoi? Parce que imaginez que vous êtes là, on vient vous enrôler. Si vous refusez, on vous tue. Ils n'ont même pas besoin d'aller revenir. Vous refusez, on vous abat automatiquement là-bas. Donc, les enfants sont forcés. Et quand ils sont forcés de rentrer là-dedans, on leur fait des formations vraiment très dures. Ils deviennent sanguinaires, on leur montre des comportements. Et maintenant, ils deviennent... Ils sont même dopés. Dopés, oui, on leur donne la drogue et tout. Et après tout, même, tu vas voir qu'ils sont plus virulents même que les adultes. Peut-être l'adulte a déjà un enfant, il se dit que si je fais ça là, c'est un être humain. Mais l'enfant n'a pas encore d'enfant, il se dit qu'il n'a rien à perdre, il fait des choses sans réfléchir. Donc voilà un peu comment ils font. Donc quand on les recrute, comme je le dis, au recrutement, on arrive quelque part, on les prend, ils sont ensemble, si tu refuses d'abord, on te tue. Maintenant, on les forme, on leur montre. Certains même, il n'y a même pas de formation, on leur donne l'arme, on dit ici, là, si tu vises et tu tires, quand tu tires, c'est fini. Et donc, ils sont là. Et là-bas, c'est des enfants aussi qu'on ne peut pas dire, c'est des enfants victimes. Parce que si la loi interdit qu'on les enrôle dans les corps habillés et que maintenant les adultes le font, cela veut dire que c'est des victimes. Ils n'ont pas de choix, ils sont dedans. Et donc, avec ça, on leur fait la formation, la drogue passe par là, ils sont dopés et ils font des exactions, on les envoie faire des trucs pas possibles. Et ces enfants-là aussi, généralement, quand vous regardez un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire, en 2011, tout ce qu'il y a eu, il y a eu des enfants, il y a des documentaires que vous pouvez regarder même sur YouTube, il y a eu des enfants même qui sont montés jusqu'au grade de général. Général, c'est lui. J'ai eu vent de cette histoire. Oui, c'est eux qui commandent les troupes, les autres enfants, et ils font des trucs. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu l'historique de ce qu'on appelle, entre guillemets, les microbes aux États-Unis, je dis en Côte d'Ivoire, c'est parti de là. Avant les années 2011, il n'y avait pas les questions de microbes. Maintenant, c'est la plupart des enfants qui ont été enrôlés, qui maintenant, bon, avec le processus de démobilisation, on les a fait sortir. Bon, ils ont quoi à faire? Ils sont là, ils prennent les machettes, ils viennent chez toi. Il n'y a pas des petits, mais ils peuvent vraiment tuer toute ta famille si tu refuses de donner ton argent, de donner ceci. Et jusqu'à ce jour, la dernière fois, bien que ça viole les droits humains, en RDC, avec le ministre qui a décidé qu'on tue 700
c'est les mêmes choses. C'est des enfants, vous savez que la RDC est un État-continent et il y a des vastes terres où il y a toujours des belligérants qui sont là et qui recrutent des enfants et tout. Maintenant, ces enfants, quand ils sortent, il n'y a plus rien à faire, ils vont continuer par faire du brigandage pour pouvoir avoir, c'est-à-dire que assouvir à leur instinct de survie. En fait, je résume souvent les choses que tout ce qui se fait de mal sur cette terre, c'est le ventre qui commande. Si tu as à manger à ta faim, rien ne te manque. Je ne suis pas sûr qu'en tant qu'être humain, on peut aller se mettre dans des trucs bizarres. La guerre, ça, c'est l'hégémonie des individus. Moi, c'est moi qui est grand, c'est moi qui est ceci qui entraîne. Mais quand on rentre dans les histoires des microbes, de tout ce qu'ils font, les vols à main armée et tout ça, là, c'est des questions de ventre parce qu'ils veulent assouvir leur faim. Parce que souvent, jadis, les gens disent aussi que le taux de chômage, il n'y a rien à faire et tout, le manque d'initiative, malgré qu'on fait les formations sur l'entrepreneuriat, mais on constate toujours que... Donc, bref, moi je dis que ces enfants, c'est des victimes parce que aujourd'hui ils peuvent tout faire. S'ils ont la chance, s'ils ne sont pas morts, demain, c'est un grave problème. C'est pourquoi les États doivent faire tout pour éviter la guerre. Parce que c'est difficile qu'un enfant qui a connu le métier des armes, qu'on dise que non, c'est un enfant, il a quitté, il n'a qu'à aller faire le jardinage. Il va faire le jardinage la journée. La nuit, il va trouver une arme, aller cambrioler quelqu'un. C'est la même chose que souvent, bon nombre de personnes qui connaissent les métiers des armes et parfois, ils ont commis une bêtise, on les radie. C'est-à-dire qu'on les déshabille, ils ne sont plus. Mais le gars connaît beaucoup de choses. Oui. C'est facile de se procurer une arme à gauche, à droite. Et maintenant, on cambriole les gens sur les émigrants, on est dans des coins, on fait des trucs. Donc, dans tous les cas, les guerres ne sont pas souhaitées. On a plus de conséquences à long terme sur un État lorsque on est dans une guerre. Faisons tout pour toujours promouvoir la paix. Et je crois que c'est le maître mot par rapport aux situations. Sinon, ce n'est pas du tout bon la guerre, ce n'est pas du tout bon tout ce que les enfants et les femmes surtout. C'est pourquoi on ne dissocie pas et les enfants et les femmes souvent sur les conséquences des guerres. Et c'est les femmes et c'est les enfants. Alors, et tu vois aussi que généralement, nous les hommes, bon, on n'a pas la tête sur les épaules. Quand on fait les enfants, c'est les mamans qui s'en occupent. Et même quand tu vois généralement, même lorsque les gens se déplacent, qu'il y a guerre, c'est les mamans que tu vois, ils portent les enfants et tout. Peut-être le parent, peut-être c'est le matelas et quelque chose. Tiens. Donc les mamans sont plus rattachées, il y a quand même un lien très fort et donc c'est elles qui en souffrent. Et lorsqu'on constate, souvent même quand on vient, si le papa est là, on le tue et on viole la maman, on viole l'enfant. Donc voilà un peu. Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution pour ces enfants-là qui, plus jeunes, ont été enrôlés, qui ont été impliqués dans la guerre et qui, bon, après la fin de la guerre, se sont retrouvés désœuvrés? Oui, il y a une solution. Il y a toujours une solution à tout. D'abord, la première solution, qui est en même temps préventive, c'est d'éviter la guerre. Quelles que soient les raisons, c'est d'éviter la guerre. Parce que la guerre, on ne sait pas quand est-ce qu'elle vient, mais quand elle arrive, on ne sait pas quand elle va finir. Et on ne mesure pas les conséquences de la guerre sur les enfants, sur les femmes, sur la population, sur la croissance même d'un pays. Quand vous regardez aujourd'hui en Ukraine ce qui se passe, quand vous regardez aujourd'hui la Libye, ce qui s'est passé en Libye, auparavant la Libye est un pays africain dont les normes en matière de bien-être dépassent tous les pays au monde. Lorsque vous voulez faire un mariage, vous avez $1000. Les gens allaient à l'école gratuitement. L'hôpital est gratuit. Personne ne paye quoi que ce soit. Le litre de carburant était très moins cher. Tout, le social, les gens prenaient à la fin du mois. Il suffit effectivement que vous êtes né, vous êtes enregistré. À la fin du mois, on avait, je crois, c'est 700 ou quoi dollars. On virait à tout un chacun. Il n'y a pas que tu travailles, tu ne travailles pas, on te donnait dans le social ceci. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la Libye est? Tout le monde, si on ne voit pas, aller sur les médias pour voir ce que la Libye est devenue.
depuis, je crois, la mort de Kadhafi, la guerre qui est arrivée là-bas jusqu'à ce jour, ce n'est pas, il y a 2 camps qui s'entretuent jusqu'à ce jour. Et Donc, font des victimes, oui, notamment oui, les gens enfants. qui passent même là-bas pour aller en Europe, on les esclavagise, on fait des trucs, on les tue et tout, jusqu'à ce jour. Ça, c'est les conséquences de la guerre. Maintenant, si c'est les enfants, comme on le dit, quand on prend les enfants, on peut. J'ai vu un peu sur une vidéo, la RDC, ils ont un programme d'accompagnement des jeunes. Des Koulouna, là, j'ai vu, ils sont allés dans une forêt, parce que la RDC, il y a beaucoup de forêts. C'est un pays où tu peux aller, comme nous, on va à Dapan, peut-être 6 heures, 7 heures de route, 8 heures. En RDC, tu peux faire d'un point à un autre, en avion, 8 heures de temps. C'est comme tu allais ici pour aller Lomé, pour aller à Paris, on a besoin de 6 heures de temps. Mais là-bas, tu peux, à l'interne, hein, en avion, tu peux faire 8 heures. Et si tu es en avion, tu ne vois que les forêts, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, on peut prendre un espace et puis on va essayer de former ces enfants. J'ai vu que c'était un programme alléchant. Beaucoup, on inscrit les gens en menuiserie, maçonnerie, élevage, agriculture. Donc, et on les prend, ils font 6 mois. Et après, on disait qu'on leur donnait des terres pour qu'eux-mêmes, ils exploitent pour pouvoir, ça dit que se nourrir de ça. Je disais que c'est le ventre, parce que je veux vivre, mais je n'ai rien. C'est ça qui entraîne les gens à rentrer. Surtout quand on accompagne ça de la drogue, on s'en fout. Ça dit que On la n'est plus norme, conscient de on ce n'est qu'on plus fait. conscient. Ce qu'on dit, la conscience, parce que ce que je veux faire là, est-ce que on s'en fout. On a plus le libre arbitre qui nous demande, et le bon sens qui nous demande de regarder, d'utiliser ça jugeage pour dire que ça que je fais là, c'est mauvais, ce n'est pas bon pour la société. Les gens font du n'importe quoi. Donc, C'est un programme de réinsertion. De réinsertion de ces jeunes. Et je crois qu'il y a beaucoup qui s'en sont sortis là-dedans. Mais il y avait d'autres, parce que ça devenait une menace, où j'avais suivi les médias. Quelqu'un qu'on amenait, quand on dit qu'on les a arrêtés, qui disait à un journaliste que toi, je vais te faire la peau. Et effectivement, paraît que 2 semaines après, oui, il est sorti, il est venu, il a tué le journaliste. Quand ça vient, quand on voit ça, c'est vrai que ce que le ministre Zaïroa là, de justice avait décidé, c'est contre les droits de l'homme, mais si Méchac, tu es journaliste, tu es là, quelqu'un te voit et te dit, toi, je vais aller, je reviens te tuer, et il revient te tuer, mais c'est grave. très grave. C'est très grave. C'est très grave. Maintenant, on dit oui, il faut les tuer, on dit oui, c'est contre les droits de l'homme. Et ceux qu'eux-mêmes, ils décident de venir tuer, eux n'ont pas les droits de l'homme. C'est vrai que nous tous, on est tous des défenseurs de droits de l'homme, mais il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. Oui. Donc Alors, voilà un peu les solutions. D'abord, la première solution, c'est d'éviter même que la guerre vienne. Maintenant, quand la guerre vient, au-delà de la reconstruction des bâtiments et tout ce qu'on a détruit, l'investissement sur l'humain, l'enfant là, qui est la relève de demain et qu'on a détruit à travers la peur, à travers le traumatisme, comment faire pour qu'il redevienne normal, pour qu'il devienne lui-même et avoir en idée la construction de son pays. C'est ça là où le bas blesse, c'est ça qui est difficile. L'investissement est souvent lourd, mais il ne donne pas souvent des résultats probants. d'accord. Alors, que faire pour améliorer les conditions de vie des enfants qui sont en pleine guerre? C'est-à-dire les déplacés, les exilés, réfugiés. Oui, c'est ce que comment on appelle-t-on, les organisations humanitaires font. C'est-à-dire qu'on ne les laisse pas à eux-mêmes. Donc, il y a des programmes, il y a toujours la nourriture qui vient, il y a les habits qu'on amène, il y a les tentes pour quand même essayer de vivre quelque part. Il y a beaucoup de choses, il y a l'eau qu'on les amène, il y a beaucoup de choses que les vaccins, qu'on vient les vacciner, on les traite. Il y a par exemple, Médecins du Monde, il y a des organisations qui viennent et qui essaient de les traiter pour pouvoir. Donc c'est ce qu'on peut faire, c'est-à-dire que organiser. Et généralement, souvent, c'est l'État dans lequel les choses se passent qui donne un lieu et on organise. Souvent, c'est en collaboration avec l'État
C'est l'État même qui est le maître mot. Parce que l'État peut refuser à une organisation d'arriver sur un lieu. Donc tout se fait sur l'autorisation de l'État. Et donc c'est ce qu'il faut faire. Mais ce qui n'est pas normal est que quand on parle de Gaza, vous allez entendre parler que non, qu'on a fermé, l'humanitaire ne vient pas. Cela veut dire que là-bas, les enfants et tout, si les organisations humanitaires, on a fermé au niveau de l'Égypte, qui ne viennent pas ravitailler, les gens n'auront pas d'eau, ils n'auront pas la nourriture, ils n'auront pas la couverture, parce que là-bas, il fait froid, il y a la neige et tout ça. Et ça vulnérabilise encore les enfants et les femmes. Donc c'est ce pourquoi ce qu'il faut faire généralement. L'État, quand il y a des situations comme ça, on lance un SOS pour que les organisations humanitaires arrivent pour pouvoir collaborer avec l'État, pour pouvoir donner une solution tant soit peu aux populations victimes. Sinon, ce serait la catastrophe si on laissait vraiment les gens à eux-mêmes. Très bien. Merci Ghislain Aledji. C'est moi qui vous remercie. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous étions avec Ghislain Aledji, défenseur des droits de l'enfant. Merci à vous. Merci. Et vous, chers auditeurs de ENO, rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un autre sujet. En attendant, nous vous souhaitons une agréable semaine. C'était Micha Kinyaro. Au revoir.